Alors, bonjour, chers élèves. Merci de nous retrouver sur la plateforme Takana Academy pour vos cours de coaching sur différentes matières en vue de préparer convenablement l'examen de fin d'année, le baccalauréat sénégalais. On revient maintenant sur la dissertation, toujours. Bon, je pense que c'est l'exercice phare donc, de cette épreuve. C'est pourquoi on aimerait davantage revenir sur cet exercice littéraire. L'autre sujet qu'on va aborder également, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Et d'ailleurs, l'intitulé, c'est quoi? Comment disserter en théâtre? Alors, je dois dire, effectivement, certains élèves nous le signalent que c'est très rare qu'on donne un sujet sur le théâtre à l'examen. Cela ne veut pas dire qu'effectivement que c'est impossible. Il y a bien des moments où on a donné des sujets, des dissertations sur le théâtre. Alors, un bon candidat à l'examen ne devrait pas faire de choix sur les leçons ni sur les exercices littéraires. Il devrait également penser à maîtriser toutes les leçons pour être vraiment dans les CNTP, conditions normales de température et de pression, et surtout s'exercer pour les différents exercices et donc d'être même opérationnel, de pouvoir effectivement être à l'aise sur n'importe quel exercice. Parce qu'à l'examen, alors il faudra dire que l'élève devrait être capable de lire les trois sujets et de choisir parmi ces sujets-là quel est le sujet le plus adapté. Parce que, en fonction donc des critères, hein, parce que parfois, tu peux également miser sur la dissertation et de ne pas, en fait, une fois à l'examen, que le sujet ne puisse pas vous inspirer, alors, d'idées, d'arguments qui pourraient vous permettre un peu de réussir convenablement et effectivement, alors, de réussir convenablement votre épreuve. Alors, vous nous signalez effectivement que la voix est un peu basse, un peu cassée, un peu fatiguée, mais alors, pour dire que pour ce qui concerne la dissertation, il faudra quand même comprendre qu'il y a une étape essentielle. Souvent, les élèves n'ont pas de problème pour introduire et respecter les étapes de l'introduction. Mais l'essentiel effectivement du sujet est quand même consacré au développement. C'est là. Parce que le développement, c'est la résolution donc, du problème ou bien quelque part euh, le processus de réponse à une question qui a été posée donc, au niveau de la problématique. Ce qui veut dire donc quelque part que le développement est essentiel. Mais dans le développement, ce qu'il faut davantage comprendre, et nous allons insister pour ce cours sur ça, c'est d'abord le paragraphe argumentatif. Le paragraphe argumentatif qu'on va essayer un peu de rappeler avant donc de passer. Alors, disons que les élèves ont des idées. Ils ont même parfois beaucoup d'idées. Mais comment argumenter? Pour savoir argumenter, il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle les étapes du paragraphe. Un paragraphe argumentatif, donc dans le cadre d'une dissertation, est composé de trois, voire quatre étapes. Trois, quatre étapes. Alors, pour dire que le paragraphe argumentatif est essentiel. Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Merci beaucoup, Tamsir. Bonne fête du travail. Alors, les erreurs à ne pas commettre, c'est quoi? C'est d'abord de faire ce qu'on appelle une juxtaposition d'idées. Erreur à ne pas connaître dans le cadre d'un paragraphe. Ce qu'il faut dire donc quelque part que nous devons suivre le canevas. Le canevas, c'est quoi? Dans le cadre d'un paragraphe argumentatif, il y a ce qu'on appelle une idée. Dans chaque paragraphe, il y a une idée. Alors, c'est l'idée qui est effectivement développée, ou bien l'idée qui est argumentée. Cette idée-là, on l'appelle l'idée principale. L'idée principale permet un peu, alors, on passe par une idée principale, on
met en évidence une idée principale pour prétendre effectivement aller dans ce qu'on appelle l'argumentation. Parce que dans le cadre d'une dissertation, il faut le dire, c'est que le correcteur voudrait effectivement voir et comprendre, en tout cas, ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez disposer de tous les outils qui permettent d'analyser. En tout cas, comprendre d'abord le mécanisme, d'abord les étapes, ensuite le mécanisme, comment argumenter. Et l'idée principale, c'est quoi? C'est l'idée quand même qui est évoquée. Il faudra quand même passer toujours par des thèses. J'affirme une chose. Vous faites une affirmation, voilà. Mais l'affirmation doit être justifiée. L'affirmation peut être n'importe quelle chose. En tout cas, si par exemple dans le cas de la littérature, on peut affirmer effectivement que le littéraire est un rêveur. Le littéraire est un démiurge, un demi-dieu. Le littéraire est un rêveur, comme l'a dit un homme de fiction. Le littéraire est un militant. Le littéraire est voilà, un esthète, un partisan de la beauté. Dans tous les cas, on peut affirmer n'importe quelle idée, mais ce n'est pas l'essentiel. Il ne s'agit pas d'affirmer des idées. Vous en avez, parce qu'effectivement, dans les cours, vraiment, les cours sont très riches. Les collègues, les professeurs se donnent la peine de vous donner les enseignements les plus intéressants, puis en tout cas dans leur documentation les informations les plus importantes et ils vont essayer de vous livrer ces informations-là. Alors, pour vous donner, pour que vous puissiez donc être imprégné des choses, imprégné de qu'est-ce que la littérature. Et je vous dis une chose, c'est aussi clair que pour les domaines de la littérature, comme de la philosophie, il faut dire alors, la définition est importante. Qu'est-ce que la littérature, plus ou moins? Mais surtout, la littérature, pourquoi? Quelle est l'utilité de la littérature? Quelle est la finalité de la littérature? Comme qui dit également, quelle est l'utilité de la poésie? Quelle est l'utilité donc du roman? Quelle est l'utilité du théâtre? La fonction. Donc, à part les définitions, il y a effectivement, dans ces différents domaines-là, pourquoi? C'est-à-dire que le pourquoi. La littérature, pourquoi? Quel est le sens de la littérature? La valeur de la littérature? Quel est le rôle du littéraire? Quelle est cette fonction? Donc, d'où les différentes fonctions de la littérature que vous avez effectivement vues. En plus de ces différentes fonctions, on va même aller de façon beaucoup plus précise en essayant de voir les principales fonctions de chaque genre littéraire. Et là, c'est ça. Vous avez vu les cours. Donc, c'est pour vous donner, pour vous imprégner. Maintenant, vous n'avez pas de problème pour avoir des idées. Vous comprenez parfaitement les cours. Vous les maîtrisez. Maintenant, on va vous tester. Est-ce que vous avez maîtrisé? Et ce que vous avez maîtrisé, comment vous pouvez effectivement justifier cela? D'où l'argumentation. Maintenant, je dis, les idées sont bonnes. Avancez n'importe quelle idée. Mais une idée sans argumentation, et là, c'est la deuxième partie, ce qu'on appelle l'argument ou les arguments. Dans le cas d'une dissertation, à part l'idée, il y a l'argument. L'argument. L'argumentation, c'est la justification de l'idée. On argumente, c'est quoi? On justifie l'idée. J'ai avancé un propos, j'ai avancé une idée. Il me faut justifier l'idée. C'est ce que les élèves ne font pas. Les élèves vont me dire, le poète est un rêveur, le poète est un démiurge, le poète est un séducteur, le poète, vous connaissez tout cela. Mais en quoi il est un rêveur? Comment expliquer cela? Et je vais vous dire une chose, et je répéterai effectivement cette chose-là pour que vous compreniez que en matière de dissertation, la dissertation est réservée pour quelqu'un qui ne comprend rien. Celui-là, il faudra lui donner des explications. Ne pensez pas que le professeur qui parle, le professeur qui introduit la leçon, et bon, lui, vous vous adressez à lui. Lui, il fait semblant de ne rien comprendre et de prendre la position d'un profane, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend rien. Et vous devez lui expliquer en détail. Vous lui dites que la poésie, le poète est un rêveur. Ce n'est pas ça l'information qui l'intéresse. Mais en quoi il est rêveur? Comment vous pouvez justifier cela? Le terme. Donc, considérez que celui à qui vous vous adressez
est un non-initié, c'est un profane. Il ne comprend rien. Et c'est à vous de lui expliquer. Je dis à mes élèves souvent que, attention, quand vous êtes dans la perspective d'une dissertation, imaginez votre frère, votre soeur, votre ami qui n'a jamais été initié, qui n'a jamais peut-être fait les bancs, à qui vous dites, par exemple, que, bon, tu sais, parmi les fonctions les plus importantes de la littérature, il y a la fonction évasive, déjà. Il est bloqué, fonction évasive. Quelqu'un qui n'a jamais fait les bancs, même s'il a fait les bancs et qui n'est pas initié, c'est quoi l'évasion? Il va vous dire que c'est quoi l'évasion? C'est quoi la fonction évasive? Et vous devez lui expliquer ça. Mais vous devez lui expliquer c'est quoi l'évasion, mais vous devez également lui dire en quoi la poésie serait effectivement une question d'évasion. Écrire un poème, c'est quoi? Est-ce s'évader? En quoi le fait d'écrire un poème pourrait supposer une évasion? En quoi le poète s'évade-t-il? Vous devez justifier cela. Les justifications portées ou la justification portée à l'idée, c'est ce qu'on appelle l'argument. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit que argument, la dissertation, on l'appelle également l'argumentation. Pour donner un synonyme de la dissertation, on peut dire que la dissertation, c'est une argumentation. D'ailleurs, on dit disserter, c'est argumenter. Donc, le point focal, l'essentiel. Alors, ce que le professeur, le correcteur à l'examen vérifie fondamentalement, c'est est-ce que l'élève est capable, après avoir énoncé une idée, de justifier cette idée, de l'argumenter, de défendre cette idée. Voilà, c'est ça l'argument. C'est essentiel. À l'examen, on voit très souvent, les élèves comprennent. Vous n'avez pas un problème de compréhension. D'ailleurs, vous comprenez beaucoup plus trop. Argument. Alors, argumenter avec des exemples précis. Bon, on reviendra sur les exemples. Mais je dis argument d'abord. On argumente avec des idées. Ce sont des idées secondaires. Il y a les idées principales, il y a les idées secondaires. L'argumentation, ce n'est pas encore l'exemple. Attention, Tamsir. L'argumentation, ce n'est pas l'exemple. L'argumentation, c'est la justification de l'idée. On argumente quoi? On argumente en essayant de défendre l'idée qui a été avancée. Que les gens ne comprennent pas. Ou bien, ils peuvent avoir des doutes sur ça. En quoi? Pourquoi? Sur quoi vous basez pour vous dire que tel? C'est ça. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quelqu'un vous dit une chose, vous dites que oui, le Sénégal va gagner la Coupe du Monde. Donc, c'est une idée, c'est votre opinion. Mais si vous dites non, c'est trop facile, hein? Vous vous levez un bon jour pour dire que le Sénégal va gagner. Sur quoi vous... Les idées que vous allez amener pour défendre en quoi il pourrait gagner la Coupe du Monde, c'est ce qu'on appelle les arguments ou l'argument. Ce sont les idées secondaires qui visent à justifier, à défendre l'idée principale qui a été avancée. Ce qu'on n'aimerait pas voir à l'examen, ce que les correcteurs n'aiment pas voir à l'examen, ce sont les élèves qui se contentent uniquement d'énoncer des idées, mais aucune idée n'est justifiée, n'est argumentée. Ça, c'est une erreur à ne jamais commettre. Et maintenant, au-delà, au bout de l'argumentation, oui, Tamsir, vous pouvez donner maintenant après un exemple ou deux exemples, maximum, deux. Et je vous dis que est-ce que vous savez que l'idée, c'est une seule idée. Il n'y a pas deux idées. Vous ne devez même pas donner deux idées. Là, le poète est un rêveur et un charmeur. Non. Le poète est un rêveur, point. En effet. Le poète est un charmeur, point. En effet. Le poète est un séducteur, point. En effet. Le poète est un militant, point. En effet. Le dramaturge est un éducateur, point. En effet. Pourquoi le dramaturge est un éducateur? Si vous êtes dans ces dynamiques, vous êtes dans l'argumentation. Quand vous ne le faites pas, vous ne faites autre chose, vous n'argumentez pas. Que dans la dissertation, l'essentiel, c'est l'argumentation. Là, moi, je dis souvent aux élèves, ça fait rire un peu. Je dis ce qu'on appelle le franc-fatier. Le franc-fatier. On dirait effectivement que l'argumentation, c'est la franc-fatialisation de l'idée. Franc-fatialisation. En bon, on parlait de franc-fatier. Li nga wax franc-fatiel ma ko ba mu leer sama bopp. Li nga ma wax nii daal leeruma quoi. Donc, est-ce que vous ma ko franc-fatiel ba ma xam? Cette franc-fatalisation, c'est ce qu'on appelle l'argumentation.
elle est fondamentale, elle est essentielle dans la dissertation. Et dès que le correcteur sentira que cet élève-là a une capacité d'argumenter, déjà ça installe une confiance. Parce que, pourquoi vous êtes évalué de cette façon? Parce qu'à l'université, vous risquez de suivre des enseignements et de ne pas voir votre professeur, comme vous le faites ici. Par exemple, si vous allez à l'université de, 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 du moins à l'université de Dakar, il y a des cours, des étudiants suivent des cours et ne voient même pas leur professeur, des cours magistraux. Celui-là, il n'a même pas, il vous donne carrément le cours. C'est à vous de vous organiser, de vous organiser. Mais si vous n'avez pas une capacité d'analyse, si vous n'avez pas une capacité effectivement d'analyse, vous ne savez pas argumenter, vous aurez du mal à vous retrouver et à suivre et à accepter rationnellement les cours. C'est pour ça que dans le cadre d'une dissertation, dès que le correcteur sent que l'élève là est capable d'argumenter, il a les capacités pour argumenter. C'est quoi? Une justification. Il justifie ses idées. Et dès qu'il avance, il a les capacités de les justifier. Là, il dit que celui-là, une fois à l'UCAD ou bien une fois à l'UGB, une fois, effectivement, comme on le dit, une fois à l'université, il pourra effectivement s'en sortir. Mais dès que le correcteur sent que cet élève-là a du mal, il a des idées, certes, mais il a du mal à justifier ses idées, à les argumenter. Là, c'est un blocage. Alors, oui, Nefertiti, oui, vous dites que vous avez une question. Alors, vous avez une question. Dans l'argumentation, est-ce qu'on doit toujours structurer nos idées selon une progression logique ou peut-on défendre plusieurs facettes d'un même thème dans un seul paragraphe? Alors, une question importante, très importante. Alors, quand on argumente autre chose que l'idée qui a été avancée. Nefertiti, donc, on peut effectivement on doit effectivement organiser, structurer. La structuration est un élément clé de l'argumentation. C'est quoi? Vous avez avancé une idée. Dites par exemple que euh, le poète, parce que récemment au bac, au concours général, on a donné un sujet sur la poésie qu'on va exploiter peut-être la prochaine fois. Mais vous dites que donc le poète ou le dramaturge est un charmeur. Point. Là, c'est une idée. Je dois justifier cette idée pour parler de la structuration, comme vous l'avez dit. Non, je peux dire effectivement, en effet, je dois justifier cette idée. En effet, permet donc de voir. Il y a ce qu'on appelle une organisation, un enchaînement des idées. En effet, alors, les poètes, du moins, en poésie, je peux dire maintenant en poésie, n'est-ce pas? Alors, on assiste, on peut dire on assiste à des, alors, des éléments, mais surtout, on peut quand même le dire à des rimes, virgule, des sonorités, n'est-ce pas? Alors, des rythmes qui renvoient à, à la, à la musique, si vous voulez. Donc, vous êtes en train de justifier. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est de bas, on reviendra sur ça. On va parler un peu du théâtre. On reviendra sur la différence entre, effectivement, le dramaturge et le poète. Mais je suis en train de vous dire comment argumenter. Donc, je suis dit, le poète est un charmeur. Quelqu'un, tu le dis en profane, il ne comprend pas. En quoi il peut être un charmeur? Vous dites que non. En poésie, on assiste à des rimes, des sonorités, des rythmes qui renvoient à la musique. N'est-ce pas? Ainsi. Et là, tu amènes donc, parce que tu dois structurer, tu dis ainsi, tu suis encore deuxième argument, ainsi. Est-ce que tu dois enchaîner? La structuration vise à ça, si je comprends bien votre question. Effectivement, je dois structurer. J'ai donné un premier argument, il me faut un deuxième argument pour mieux justifier. Parce que je n'ai pas encore répondu à la question. Alors, les poètes, ainsi donc, ainsi, les poètes, virgule,
à travers le poète, à travers ces, ces éléments, ou bien ces outils, ou bien à travers ces éléments, donc, cherche à attirer, à attirer l'attention du lecteur. Voyez-vous, je peux quand même, c'est pas encore clair. Toujours à travers. J'ai dit que donc il y a des rimes, des sonorités, des rythmes, etc. qui renvoient à la musique. Ainsi, maintenant, les poètes, à travers ces éléments, cherchent à attirer l'attention du lecteur. N'est-ce pas? On dit maintenant, c'est ainsi que, bon, c'est-à-dire que ainsi, ou bien de ce fait, ou bien de ce point de vue, je peux même amener également pour argumenter la rigueur de ce point de vue, et là, il me faut justifier pourquoi le poète, donc, de ce point de vue, alors, et là, je peux quand même maintenant revenir sur ça. Le poète utilise des sonorités, ces sonorités-là, dans ces sonorités, il cherche à attirer, donc, de ce point de vue, à, euh, parce qu'on a parlé de charmer, 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 c'est séduire. De ce point de vue, le poète, de ce point de vue, le poète, bien, les poètes, ou bien l'orfèvre, ou bien le partisan du. Parce qu'il faudra quand même varier. On pas parlé de ça. Il faut varier parfois les termes. Il ne faut pas répéter uniquement le poète, le poète, le poète. Tu dis l'artisan des rimes, ou bien l'artisan du mot, ou bien l'orfèvre du mot, on peut comprendre. Ou bien les artisans, parce qu'on a dit ici les poètes à travers la poésie, etc. Mais on avait dit que la poésie, alors, la poésie, le poète est un charmeur. Donc, on reviendra sur le poète. Maintenant, donc, l'artisan du mot, pour ne pas parler, ou bien l'orfèvre du mot, on comprendra que vous parlez du poète, n'est-ce pas? L'orfèvre du mot, parce qu'effectivement, il s'agit de l'orfèvre du mot. Alors, pour passer son discours, pour passer son message, hein, trouve des astuces. Astuces, les rimes peuvent être des astuces, les rythmes peuvent être des astuces assez plaisantes, assez intéressantes ou bien assez plaisantes, n'est-ce pas? Telles que les rimes ayant, je n'ai pas la peine de répéter, assez plaisantes, n'est-ce pas? Assez plaisantes pour mieux capter l'attention du lecteur. Voyez donc la structure. Je dois justifier. C'est ce qu'on attend de vous. Vous avez dit que c'est un charmeur. Prenez votre temps dans le raisonnement. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Alors, vous avez un peu posé le premier pas. Vous avez dit que l'auteur, tout le monde sait qu'un poète utilise pour faire des rimes, des sonorités. Vous dites que vous mettez ça. À travers qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à attirer l'attention du lecteur. Ou bien, capte maintenant, donc, pour passer son message, il joint l'utile à l'agréable. Maintenant, on peut dire de là, on peut maintenant passer à l'exemple. Parce que tu as déjà argumenté. L'idée, c'était quoi? Le poète est un charmeur. Maintenant, j'ai donné un argument, deux arguments, trois arguments. Je pourrais maintenant ainsi donner un exemple ou illustration. À travers l'exemple maintenant, je peux maintenant étayer l'idée. Alors, maintenant, je peux dire effectivement, pour introduire l'exemple, il y a toujours une qui, c'est dans cette perspective que, que dans cette perspective que, et maintenant, j'amène toujours dans la structuration, la quantité, que Léopold Sédar Senghor déclare. Léopold Sédar Senghor, alors, déclare. Deux points vérifiés. Alors, la poésie
la poésie, n'est-ce pas, est un chant, sinon une musique. Alors, donc, alors, j'ai donné un peu dans cette, par exemple, par les mélodies, la mélodie, le- par les sonorités. Donc, la mélodie, on cherche un peu la musicalité, l'harmonie. Maintenant, j'ai donné un exemple de Victor Hugo. Je pourrais également donner d'autres exemples. De la musique avant toute chose, également, pour donner l'exemple effectivement des symbolistes. Mais j'ai donné un exemple de Léopold Sédar Senghor qui a déclaré. Maintenant, après cela, après l'exemple, je dois faire ce qu'on appelle une analyse. L'analyse va venir. Voilà, analyse. L'analyse, c'est quoi? Je dois maintenant faire une déduction. L'analyse, c'est de faire une déduction. Alors, ainsi donc, ou bien tu dis donc, ou bien tu vas tirer une conclusion. Par conséquent, et là, tu cherches également un autre connecteur logique. Par conséquent, le poète, par l'utilisation, par l'usage des éléments musicaux ou bien des éléments qui renvoient à une armée, cherche à séduire un bon lecteur. Donc, le poète, par, donc, par conséquent, le poète, virgule, à travers l'usage des, donc, des éléments qui renvoient à l'harmonie musicale, des éléments ou bien des astuces, des éléments qui renvoient toujours, je peux toujours parce qu'on est dans un brouillon qui renvoie à l'harmonie musicale, pour être simple, n'est-ce pas? Mhm. Alors, l'harmonie musicale, virgule, cherche à mieux, à séduire le lecteur pour mieux passer son message, à séduire le lecteur pour mieux faire valoir, on peut dire, faire valoir ses idées ou ses sentiments. Ou ses sentiments. Voyez-vous? Donc, quelque part, on est déjà dans la logique. Alors, ouais. Regardez le paragraphe. Vous parlez de la structure. Regardez bien si on monte, si on essaie de monter un peu. Vous verrez donc qu'on est passé donc d'une idée banale. Le poète est un charmeur, point. C'est ça l'idée. Mais il nous faut justifier. On a dit, en effet, dans un premier temps, en poésie, on assiste à des rimes, des sonorités, des rythmes qui renvoient à la musique. Point. Ainsi, on continue. Les poètes, à travers donc ces éléments, cherchent à attirer l'attention du lecteur. De ce point de vue, l'orfèvre du mot, pour mieux passer son message, trouve des astuces assez plaisantes ou bien des astuces assez plaisantes pour mieux capter l'attention du lecteur. C'est dans cette perspective que Léopold Sédar Senghor dit la poésie est un chant sur une musique. Par conséquent, le poète, à travers l'usage des éléments qui renvoient à l'harmonie musicale, cherche à séduire le lecteur pour mieux passer. C'est un peu ça. Dans un brouillon, c'est comme ça. On a improvisé, c'est comme ça que ça donne. On pourrait maintenant, après, revenir sur effectivement les répétitions et tout ça pour essayer donc de mieux parfaire le paragraphe. C'est pas un modèle de paragraphe. J'ai fait exprès. Parce que si je donne un modèle de paragraphe, les élèves ont copié. Non, non, non. Ça, c'est un paragraphe qui est, voilà, de brouillon. Mais c'est pour montrer comme la structuration, comment on doit cheminer. Il ne suffit pas de dire, maintenant, l'erreur que les élèves commencent à dire, le poète est un charmeur. Il commence à dire, hein? C'est ainsi que le poète cherche à séduire le lecteur pour mieux valoir ses idées. Point. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de résolution. On ne sent pas une certaine façon de justifier
ou d'argumenter. C'est ça le paragraphe. C'est tout ce qui manque parfois dans vos copies. Tout ce qui manque, ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais vous voulez effectivement, le poète est un charmeur, le poète est un rêveur. C'est différent. Le poète également est un... Vous pouvez vous parler de toutes les fonctions de la poésie sans jamais s'arrêter sur cette fonction ou bien sur chaque idée avancée pour effectivement l'argumenter. C'est-à-dire que justifier l'idée à travers un raisonnement cohérent, à travers, comme il l'a dit, une bonne structuration pour suivre donc la. Alors, vous avez dit également pour défendre plusieurs facettes d'un même thème. Non, parce que d'un même je pourrais effectivement prendre le thème du lyrisme. Mais dans le lyrisme, il y a plusieurs, je peux donner plusieurs idées sur le lyrisme. Le lyrisme, c'est l'exaltation des sentiments, d'une manière générale. Mais quand tu as parlé de l'exaltation des sentiments, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un exalte ses sentiments pour parler de sa bien-aimée. Quelqu'un exalte ses sentiments pour parler d'une déception. Quelqu'un peut exalter ses sentiments pour parler d'une personne chère qui est partie, donc qui est décédée. Donc, il faudra quand même, mais chaque élément doit être justifié à travers un paragraphe. Donc, on peut passer d'une thématique, donc d'une fonction bien déterminée, mais on devrait, pour les paragraphes, chaque paragraphe va donner un aspect du thème général, un aspect de la thématique générale ou de la fonction générale. Je pourrais parler, le lyrisme, je peux faire 20 paragraphes sur le lyrisme. Parce qu'on peut donner 20 idées sur le lyrisme. Quelqu'un qui ne fait qu'exalter la beauté de la nature, déjà, il est dans le lyrisme personnel. D'autres également ont d'autres façons d'exalter leurs sentiments. Et même les sentiments sont différents. Sentiments de tristesse, sentiments de nostalgie, sentiments de joie, sentiments de peine, mélancolie. Il y a tellement de sentiments, mais sentiments évoqués, pourrait être l'objet d'un paragraphe que tu vas justifier par des arguments et tu vas appuyer un exemple d'illustration avant effectivement de donner une analyse pour quand même rendre compte qu'effectivement c'est ça. Et c'est tellement important. Quand vous savez le faire, même à l'oral, quand tu parles avec quelqu'un, tu as tous les éléments pour convaincre. Tous les éléments pour convaincre. C'est ça le raisonnement. C'est ça qui manque dans vos copies, s'il vous plaît. Prenez le temps pour chaque idée avancée d'y aller jusqu'au bout, argumentez, ne soyez pas pressés. Ce n'est pas la quantité des idées qui importe, mais plutôt la qualité. Donc, chaque idée détaillée, millimétrée dans l'argument, dans la justification, ce qu'on appelle la framfatialisation de l'idée. Et là, tu donneras un exemple. Attention, il y a des gens également qui abusent sur les exemples. Attention. Un exemple, un ou deux exemples, ça suffit. N'abusez pas sur les exemples, s'il vous plaît. Un ou deux exemples, ça suffit. Sinon, certains vont maîtriser, vont parcuriser beaucoup de citations pour un même thème. Ils vont me dire, oui, c'est dans ce contexte que, oui, le possession dit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la poésie est un chant sinon sur musique. Alors, l'autre renchérit. Il y a un également, Victor Hugo, il y a Jeff Hugo qui dit que dit le beau est toi. Tu essaies effectivement de faire une juxtaposition également de citations. Ça également, c'est pas souhaitable. C'est très mal vu. C'est pas bien apprécié, en tout cas, à l'examen. Parce qu'on sait que cet élève-là, il n'argumente pas. Et je vous dis, la citation ou l'exemple, la citation est pour l'argument, ce que le sel est pour la sauce. Ça vient uniquement relever le goût. Mais xorom sax bu baree bu ëppee day yàq xorom bu ëppee toggal sa ceebu jën ba mu kii bu xorom sa ëppee doo ko lekk de citation wala exemple xorom la ci cin c'est juste pour relever le goût la saveur mais n'en faites pas également des principes. N'en faites pas des principes. Nous allons peut-être un peu parler du théâtre. Comme il a dit, on va partir de sa question. Alors, il y a le poète, il y a le dramaturge. Alors,
Abdourahmane Diallo, vous voulez intervenir? Mais, monsieur, Oui, pour une dissertation, oui, chaque fonction, on peut prendre un seul exemple, un seul argument et deux exemples. oui, oui. Vous savez, Abdourahmane, Oui, un paragraphe. En oui, réalité, le paragraphe le plus simple, quand tu donnes un paragraphe, tu donnes, en réalité, c'est idée, une seule idée, qu'on appelle idée principale. Après, il y a argument. Argument, on peut mettre S comme on peut ne pas un seul argument. Et également, on peut un seul exemple ou illustration. Ça, c'est la structure standard. Nefertiti parlait un peu de structure. Alors, la structure standard, c'est ça. Mais pour autant, euh, parfois, Abdelrahman, il y a parfois, on peut argumenter et que ça reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas donné assez justifié. On n'a pas donné assez de détails pour que, en imaginant quelqu'un qui ne comprend pas comment effectivement le convaincre. Pour convaincre, on a besoin parfois de prendre notre temps. Pour convaincre, on a besoin parfois de détailler pour être beaucoup plus précis. Il faut être concis, mais il faut être précis également. Vous avez dit une chose, vous avez affirmé une chose, allez jusqu'au bout pour, le défendre, pour la défendre. C'est ça qui montre que parfois un seul argument ne suffit pas. Mais si tu rends compte que tu as déjà assez exprimé, parce que moi, j'opte pour le style simple, c'est-à-dire que sujet, verbe, complément, ne pas faire des phrases kilométriques. Il y a des gens qui sont partisans de ça. On me dit, le poète est un charmeur. Le poète, à travers les rimes et les sonorités, chercherait à chercher une dimension musicale ayant tendance à, bon, bon, renvoyant à une harmonie qui pourrait, voyez-vous, c'est tout simplement, il y a des gens qui sont dans ça, dans ce style de phrase-là, pour quand même donner juste un argument. Parce que c'est une seule phrase, voyez-vous, et que parfois, si tu réussis effectivement à travers un argument à convaincre, c'est bon, tant mieux. Mais Abdurrahman, vous devez être sûr que effectivement, j'ai donné assez d'idées détaillées pour quand même pouvoir réussir ce pari-là. Oui, Fatima Fall. Fatima? Oui, monsieur. Hmm? Oui, monsieur. Je voulais savoir si dans un sujet de dissertation, si par exemple le thème parle du théâtre, est-ce que Oui. dans le développement, on doit parler de toutes les fonctions du théâtre? Non, la question est très pertinente. Fatima, est-ce que vous savez à l'examen, il y a certains de vos camarades, vous savez ce qu'ils font? On leur Mhm. donne un thème, ils disent, ah, ça c'est le théâtre. Le thème là, c'est le théâtre. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont réciter tout le cours sur le théâtre. Ils vont dire le théâtre, définition du théâtre. Ils vont parler de définition du théâtre. Comme le professeur l'a amené hein, en classe. Après, ils vont dire la structure du théâtre. Ils disent bon. Après, ils disent les caractéristiques du théâtre. Du théâtre. Alors, caractéristiques du théâtre. Alors, ensuite, ils vont dire les fonctions du théâtre. C'est comme ça qu'ils vont l'amener. Hein. Alors, ils vont parler même des courants qui s'illustrent dans le théâtre. C'est-à-dire que des courants qui ont euh, adopté le théâtre comme étant comme le classicisme. Alors, mais ça c'est le cours. Ça, c'est le cours. Fatima, parfois, vous n'avez besoin que de deux, en tout cas, parfois, maximum au bac. Maximum, je vous dis. Je pourrais vous parler, par exemple, des fonctions du théâtre. On a parlé des fonctions la dernière fois. On va revenir aujourd'hui. Je ne veux pas trop. Aujourd'hui, les questions sont. On a prévu des questions aujourd'hui pour le théâtre. C'est pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas voulu parler de théâtre, je n'ai pas voulu donner un exemple de paragraphe sur le théâtre, parce que nous allons concevoir des paragraphes sur le théâtre.
j'éviterai un peu de ça. Mais sur les 9 fonctions du théâtre que vous connaissez, au bac, maximum, on vous demande 3 fonctions. Donc, c'est 3 sur 9. Parce qu'il n'y a que 3 parties. Maximum, on vous demande à 3 parties. Maintenant, alors, sur les 9 fonctions que vous avez effectivement vues en classe, on vous demandera parfois même deux uniquement fonctions, thèse, antithèse. Ça dépend de la consigne. Mais si on vous demande le maximum qu'on peut vous demander, c'est 3 fonctions. Pourquoi maintenant parler des autres fonctions? Fatima, la prière de Tisba, c'est combien de rakas? 4. Est-ce que tu as la possibilité de faire 5? Non. Parce que c'est la consigne qu'on vous a donnée. Maintenant, la prière de Timis, c'est combien Donc, de rakas? dans le sujet, La prière de Timis, c'est oui, combien de rakas? 3. Est-ce que tu veux faire 2? Non. Est-ce que tu veux faire 4? Non. Maintenant, je reviens à votre question. Tu me dis dans le sujet. En réalité, c'est dans la consigne. Tout se joue par la consigne. Si on vous demande de faire 2, faites 2. Si on vous demande de faire 3, faites 3. Mais minimum c'est 2, maximum c'est 3. C'est ça la vérité. Donc, c'est qu'en lisant le sujet, on va comprendre qu'on nous Mais demande bien sûr, d'énumérer 3 ou bien mais 2. bien sûr. Le sujet est composé de 2 étapes. Il y a l'énoncé, il y a la consigne. L'énoncé, c'est le libellé du sujet. N'est-ce pas? On va donner un exemple tout à l'heure. Après l'énoncé, maintenant, il y a la consigne. On vous dit, après avoir parlé de... D'ailleurs, même, on parle aujourd'hui de consigne améliorée. On va vous dire, après avoir mis en évidence la dimension militante du théâtre, vous essaierez, en contrepartie, de montrer sa vocation didactique. Point. Là, vous allez faire combien de parties? 2. Deux uniquement. Vous allez parler donc de la fonction militante et de la fonction didactique. Donc, monsieur, là, on a toujours la fonction didactique dans les sujets de dissertation, la fonction dialectique, là où on a la thèse, la antithèse et synthèse. Fatima, Oui. c'est vous qui avez de dire que ça dépend de ce qu'on vous a dit. Donc, on n'a pas toujours... Ils peuvent vous interroger sur les 9 fonctions. C'est une Donc, parle-moi de la fonction évasive du compte. Sinon, non. On peut ne pas vous demander. Je dis, le fait de dire que la fonction principale du théâtre, c'est la fonction didactique, cela ne veut pas dire qu'on peut vous interroger sur la fonction. Forcément, on doit vous donner la fonction didactique. Non. non, dialectique, je voulais dire, là où il y a la thèse. Attention, ça dépend maintenant des types de plans. Il y a 2 plans. Il y a le plan analytique et le plan dialectique. Si on vous demande le plan analytique, le plan dialectique, quand on vous donne maintenant le sujet, on a appris en dissertation les 2 types de plans. Plan dialectique. Aujourd'hui, on parle de... Mais dans le plan dialectique, il y a toujours thèse et antithèse. Et parfois même, on vous demande la synthèse. Là, c'est ça qui est. Mais on peut vous donner... La thèse consiste à défendre le point de vue de l'auteur. C'est le oui. L'antithèse, c'est le mais. Donc, montrer les limites. Et la synthèse, effectivement, c'est la réconciliation des 2 idées. Donc, on essaie de faire la synthèse en essayant de réconcilier donc les 2 idées. Et donc, quelque part, ça signifie quoi? Ça signifie que vous, dans votre approche, si on vous demande 2, faites 2, thèse, antithèse. Si on vous demande 3, faites 3. Mais il y a ce qu'on appelle un plan analytique. On vous demande uniquement d'analyser. Dans ce type de plan également, on n'a pas de thèse de dialectique. Hein. On peut analyser la fonction ludique,
et également analyser la fonction lyrique. Pourtant, la fonction lyrique n'est pas le contraire de la fonction effectivement lyrique et ils ne sont pas contraires. Maintenant, on peut vous dire également en quoi le poète est un rêveur. On dit que le poète, effectivement, peut rêver, etc. On dit que maintenant, ou bien dans le sujet même, on va vous dire que moi, le poète, loin de rêver, n'est-ce pas, s'intéresse aux affaires de la cité. Le poète, loin de rêver, s'intéresse aux affaires de la cité. Donc, on a dit que le poète ne rêve pas. Mais là, tu dis que loin de rêver, le poète s'intéresse aux affaires de la cité. Ici, la thèse, c'est quoi? Le poète s'intéresse aux affaires de la cité, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, au contraire, on peut dire, mais le poète peut rêver. Il y a des poètes qui rêvent, il y a des poètes rêveux. Victor Hugo l'a dit, le poète est un rêveur. Poète, écoutez le poète, écoutez ce rêveur sacré. Donc, ce qu'il a recusé, ça existe. Ou bien le poète, loin d'exprimer ses sentiments, n'est-ce pas, chercherait à orienter et guider le peuple. Donc, ici, il a écarté une fonction, mais cette fonction écartée-là, elle existe. Après avoir éclairé la lanterne sur la fonction maintenant qui nous intéresse, on voit maintenant peut-être la fonction qu'il a écartée dans le sujet. C'est une fonction qui existe. Donc, c'est l'antithèse. Donc, les poètes qui rêvent et les poètes qui disent que nous ne rêvons pas, nous, effectivement, ou bien quand on parle de la fonction esthétique et de la fonction lyrique et de la fonction militante, ou bien la fonction esthétique et la fonction lyrique. Mais là, on sait que c'est un débat qui a existé au 19e siècle entre les parnassiens et les romantiques. Ils se lançaient même des pics. Là où Théophile Gautier dit aux romantiques, et en matière de poésie, dis le beau et tais-toi. Mais il s'adressait à qui? Il s'adressait à des auteurs. Il dit qu'il n'a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Donc, il recuse les poètes qui utilisent leur plume pour défendre leur. Et à cette époque-là, il y avait les Victor Hugo. Mais Victor Hugo a répondu à cette question. Victor Hugo lui a dit, attention, esprit, soyez utile, servez à quelque chose, ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être bon et efficace. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Là, c'est un débat qui existe. Et là, vous l'avez vu en classe. Maintenant, hein, il y a dialectique, thèse, antithèse, que vous devez mettre, installer et donner les raisons de chacun. Ceux qui disent que la poésie ne doit pas être mêlée au problème de la cité. C'est les parnassiens, tu défends leur thèse et tu montres ce qu'ils ont amené. Mais tu dis effectivement, mais pourtant, il y a d'autres maintenant qui ont utilisé leur plume pour défendre leur peuple. Tu as l'exemple des poètes de la négritude, n'est-ce pas? Les Senghor, les Damas et les Césaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la poésie pour défendre leur peuple. Mais ils ne sont pas les seuls. Victor Hugo, les poètes, Victor Hugo a eu des fonctions ministérielles, des fonctions politiques. Il a utilisé la poésie comme les châtiments pour vilipender, pour attaquer sévèrement Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, ce débat-là existe. C'est là où tu peux installer un débat dialectique de thèse, antithèse. Mais malheureusement, Fatima, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on est dans la logique. Maintenant, on vous a tellement mis à l'aise en vous donnant même ce qu'il faut faire, la consigne. Après avoir fait ceci, faites cela, après terminer par faire ceci. Vous suivez uniquement la consigne et vous arriverez effectivement à résoudre sans difficulté le problème. Alors, oui, il y a Seydouba qui dit quelle est la différence entre le dramaturge et le poète? On va répondre à cette question. On va répondre à cette question. Fatima, tu as une autre question? Fatima? Oui, C'est bon? c'est bon. C'est bon, C'est merci. bon, ok. D'accord. Pour la question de qui, avant de passer maintenant il nous reste 6 minutes pour passer maintenant à l'exercice. Plan dialectique. Alors, on va parler donc de ce qu'on appelle la poésie et le théâtre. Donc, alors, la question de Seydou. Seydou, la poésie est un genre majeur, mais
qui a comme caractéristique donc, l'utilisation du vers ou des versets. Dans tous les cas, c'est un langage mesuré, des vers ou des versets. Le poète, c'est quelqu'un qui parle en essayant donc d'utiliser des vers et des versets, en essayant donc de canaliser ou de limiter ses phrases, 12 syllabes, etc. Vous connaissez vers et versets. Effectivement, c'est un genre également où le poète cherche un rythme dans la discussion, dans la façon de parler. Vous voyez les rythmes binaires, rythmes ternaires, etc. Le poète également, c'est quelqu'un qui, dans son discours, utilise des images, alors des symboles et des paraboles pour parler. Le poète ne nomme pas l'objet. Le poète cherche une image pour désigner l'objet. Des images, des symboles et des paraboles. C'est ça sa caractéristique, carrément. Alors, le poète également, il trouve un style de parler qui est indirect. Le poète fait un style indirect. Donc, il parle bon, des choses. Alors, il les évoque. Parfois même, il peut les raconter. Dans tous les cas, il est dans le style indirect. Mais pour la plupart, le poète fait une description des choses. C'est comme un peintre. Le poète, c'est comme un peintre. Il te parle de la nature, il te parle de la beauté, il te parle des sentiments. C'est comme il fait une description, une peinture des sentiments, une peinture même de la société, comment la société est, une peinture de ça. Il fait dans la description. Donc, voilà le poète. Mais le dramaturge, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, le dramaturge, on va parler du style, le style direct. Il parle directement. Il donne au personnage la parole. Il s'active dans ce qu'on appelle le dialogue. Le dialogue, pour quand même. Il va mettre ça en direct, donc c'est sur scène. Le théâtre, normalement, c'est sur scène. Donc, c'est direct sur scène. Il va mettre également le décor. Même s'il peut y avoir la musique, bon, il va habiller ses personnages de costumes, qu'on appelle les habits, l'habillement donc des artistes qui jouent le théâtre, on les appelle costumes, quelle que soit la nature maintenant de l'habillement, donc, ou bien de la tenue. Voyez, c'est ça qui fait un peu la différence. Maintenant, de là, on a une nette différence entre le théâtre et la poésie. Le poète, qu'est-ce qu'il fait? Le poète, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses, des domaines, chaque domaine, hein, ça veut dire que le poète, il est un peu libre dans ses écrits, il peut décrire la nature, il peut décrire l'oiseau, tout ce qui passe, il fait la description. Ses sentiments, sa bien-aimée, etc., comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, il peut quand même y aller. Mais avec un discours limité, millimétré, un discours mesuré. L'autre disait que la poésie est l'exaltation du beau idéal par un langage mesuré. Le langage est mesuré. Mais le dramaturge n'y va pas forcément avec cette méthode-là. Alors, lui, le poète cherche également à se cacher. Le discours du poète est un discours codé. Un discours codé, hermétique. Alors que le langage accessible, plus ou moins, s'il utilise la poésie. Alors, donc, voilà donc la différence. Mais c'est d'où? Il y a des pièces de théâtre qui sont écrites sous forme de poésie. Donc, il y a cela qu'on appelle, celui qui écrit des poèmes, on l'appelle un poète. Celui qui écrit une pièce, on l'appelle un dramaturge. Mais si vous allez au classicisme, si vous prenez l'exemple des pièces de théâtre classiques, il y a par exemple Phèdre. Phèdre est une pièce de théâtre. C'est écrit par Jean Racine, n'est-ce pas? Dans cette pièce de théâtre, Phèdre, du moins, l'auteur Jean Racine utilise les deux genres. Effectivement, c'est du théâtre, mais écrit sous forme de vers. Mais ce sont des vers même qui sont rimés, etc. Et voyez-vous donc quelque part,
Ce qui veut dire que il y a le poète, il y a le dramaturge. Mais il faut y avoir ce qu'on appelle des poètes dramaturges ou des dramaturges poètes, comme Jean Racine, comme également Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. C'est ça. Il y a des poètes. La différence entre le poète et le dramaturge, c'est quoi? Le poète, normalement, c'est quelqu'un qui fait des vers, qui utilise la poésie comme genre. Le dramaturge, c'est celui qui met en scène donc une histoire directe, avec un style direct, avec un décor, effectivement, et des dialogues. Théâtre, donc le poète utilise un langage versifié. Le dramaturge fait des pièces de théâtre. Donc, il y a une différence. Maintenant, il y a des dramaturges qui ont, dans leur façon d'utiliser un style direct, de faire un décor histoire, de parler en utilisant la poésie, c'est-à-dire en utilisant un langage rimé. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on appelle des poètes dramaturges ou des dramaturges poètes. Nous avons Jean Racine, nous avons Molière, nous avons maintenant presque tous les dramaturges classiques. Ou bien tous les poètes dramaturges classiques, pour dire qu'en fait, que ce sont des poètes dramaturges, c'est des gens qui ont écrit une pièce de théâtre, mais qui sont rimés. Effectivement, c'est ça qui fait un peu la différence. Si j'ai répondu à la question. Sinon, on va passer effectivement aux exercices pour être beaucoup plus pratique, parce qu'aujourd'hui, on va construire surtout des paragraphes argumentatifs. Bon, on va revenir sur d'abord les sujets. Rapidement, peut-être que vous avez eu le temps de travailler cela. Le théâtre doit-il enseigner une leçon morale? Alors, c'est ça le sujet. Ce qui est demandé, c'est quoi? On souligne ici les mots clairs. On va reformuler la question avec donc nos propres mots. Voyez-vous? On va également lister 3 arguments pour et 3 arguments contre, et vous allez voir, pour aller un peu de la façon de l'écriture dialectique. Ensuite, on va proposer une problématique. Voyez-vous? Là, c'est comment disserter, effectivement. Ah, merci Cédou. Donc, vous êtes satisfait? C'est très bien, merci. Alors, l'exercice est très simple ici. Devant un sujet sur le théâtre, comment réagir? Dans n'importe quel sujet littéraire, la première réaction, c'est de souligner les mots-clés. Ici, quels sont les mots-clés? On va réagir vite. Il y a beaucoup d'exercices aujourd'hui. On va voir également, il y a des exercices qui nécessitent effectivement. Tamsir Malik Kébé. Alors, ici, les mots-clés, c'est quoi? Le théâtre doit-il toujours enseigner une leçon? Le théâtre. Le théâtre. Effectivement, ici, le terme théâtre est un mot-clé. Oui. Ensuite, quoi? Enseigner une leçon morale. Enseigner une leçon de morale. Quand tu dis enseigner une leçon de morale, enseigner une leçon de morale, vous soulignez tout? Ou bien enseigner uniquement, ça suffit? Enseigner une leçon de morale. On peut enseigner quoi donc, par exemple? On peut enseigner Pourquoi tout. vous êtes obligé de mettre leçon de morale pour vous? Ouais. Pour mieux comprendre le sujet, quoi. OK. Maintenant, on dit que les mots-clés. C'est vrai que ici, parmi les mots-clés, vous savez, donc il y a, alors, on l'a vu, donc il y a enseigner, il y a théâtre, le théâtre qui est un genre. Et il y a également, au-delà du théâtre, il y a le fait d'enseigner. Bon, ici, quelqu'un qui souligne uniquement à enseigner, on peut supposer déjà qu'il comprend l'essentiel. Parce que quand on dit enseigner une leçon de morale, enseigner uniquement, dès qu'on le dit dans le théâtre, dans le domaine, dans le cadre d'un sujet, on connaît la fonction. Il n'y a pas d'équivoque sur la fonction. Le théâtre doit enseigner. Mais est-ce que c'est uniquement les mots clés? Est-ce que c'est uniquement les mots-clés? Enseigner, on peut retenir enseigner une leçon de morale, comme tu l'as dit, mais moi, quand je dis théâtre et enseigner,
Ça me suffit pour moi comme mot-clé. Alors, Khadijatou, Oui, le doit-il. hein? Doit-il. C'est pas un mot-clé. Quoi? Doit-il? Doit-il, oui. Doit-il? Pourquoi c'est un mot-clé, Khadijatou, pour vous? Est-ce que c'est un mot-clé? Doit-il? Quand je dis théâtre enseigné, tu n'as pas... Est-ce que ça peut être équivoque, toi? Ça te dérange? Est-ce que l'information n'est pas claire? Je disais qu'on a limité le théâtre sur l'enseignement. Voilà. Maintenant, donc, quel est le mot qu'il faut souligner? Toujours. Ah, le terme toujours ici est un mot-clé. Alors, donc, la thèse nous dit que le théâtre toujours enseigné. Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est fait sous forme d'interrogation, donc ça suscite beaucoup de choses. Le terme toujours ici également est à considérer. Toujours. Qu'est-ce que cela peut... Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi le mot toujours ici doit être considéré dans le sujet? Qui peut nous expliquer en quoi ici le fait de souligner, parce qu'un mot-clé, c'est un des mots les plus importants du sujet. Les mots qui permettent d'ouvrir le sens du sujet, sans lesquels le reste du sujet peut-être n'aura pas de sens. Pourquoi ici, il s'agit de souligner les mots-clés? Oui, pas toujours les mêmes, hein? Aïcha, Faloussen, Fatima. Il y a Fatima Tabaro également, qui est en ligne, Sadi Diagne, Nam Diao, Mam Diara Bousse Diagne, Ndaye Rokayetou Sarr, Nefertiti, oui, elle a intervenu, Tamsir, Marie-Pierre Chang, Seynabou Laye-Niang, ils sont vraiment des fidèles également de la plateforme. Tamsir, pourquoi toujours est à considérer? Parce que toujours nous oriente dans un sujet. Hein? Toujours, il nous oriente dans un sujet. Comment toujours nous oriente? En quoi le mot toujours ici nous oriente? Et qu'est-ce que ça oriente? Ça Quand oriente dans quelqu'un dit que dans la le théâtre compréhension. toujours enseigné, le théâtre toujours enseigné, qu'est-ce que cela pourrait effectivement être révélateur? Comment ça doit quand même susciter la curiosité un peu du lecteur? Khadijatou? Monsieur, Oui, oui. Fatima? Oui. bon, là, on dirait qu'on demande est-ce que le théâtre a seulement le rôle d'enseigner? Le Ah, mot merci beaucoup. toujours. Le mot toujours ici suscite que, est-ce que réellement c'est toujours ça? Est-ce qu'il ne fait que ça? C'est très bien. Est-ce qu'il ne fait pas Khadi Diagne? Oui, Khadi. Enlevez le micro, Khadi. Ici, Oui, Khadi. Hein? le sujet nous demande. Allô? Oui, Oui, allez-y. le sujet nous demande Oui, si le rôle du théâtre se limiterait-elle seulement merci beaucoup. à moraliser. Merci beaucoup. C'est ce que le sujet nous demande. Limiter. Et là, c'est important. Pourquoi c'est important? Ça suscite quoi? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Quand on vous dit dans un sujet, le théâtre, il doit toujours enseigner. Le théâtre ne doit faire qu'enseigner. En tant que vous, élève averti, convaincu, qui a fait tout un cours sur le théâtre, on vous dit que le théâtre ne fait qu'enseigner. Sa seule vocation, c'est d'enseigner. Ça signifie que, qu'est-ce que cela pourrait effectivement vous inspirer? Ça signifie que le théâtre a une seule fonction que d'enseigner. Mais C'est quand la on vous dit, question dont il se pose. merci beaucoup, Fatima, quand quelqu'un vous dit, après tout ce que vous avez appris sur le théâtre, quelqu'un vient vous dire que, Fatima, le théâtre ne fait qu'enseigner, c'est uniquement cette fonction-là. Toi, en tant qu'une personne avertie,
Qu'est-ce que vous pensez? Comment devrez-vous effectivement répondre à cela? Hadi? Oui, quand quelqu'un vous dit que le théâtre a une seule fonction, c'est enseignement. Parce que le mot toujours ici, c'est ça que ça signifie. Et quand on vous dit ça dans un sujet, qu'est-ce que ça doit vous inspirer, vous, en tant que des personnes avec... Oui, Ça nous permet d'avoir une deuxième option. merci beaucoup. Ça me permet de montrer qu'attention, celui qui a dit ça, peut-être, pourrait se tromper. Parce que nous, de ce que nous savons, le théâtre n'a pas une seule vocation. C'est ça à l'examen. À l'examen Hadi Diagne, les élèves, le professeur vous apprend en classe qu'il y a presque 5 ou 29 fonctions du théâtre. Vous allez à l'examen, vous tombez sur un sujet qui vous dit que le théâtre n'a qu'une seule vocation, c'est enseigner. Et vous, en personne avertie, vous ne pensez même pas que, attention, celui-là, oui, il a une raison d'une part, mais d'autre part, quand même, il peut se tromper. Et là, ça nous ramène vers quel type de plan, même si on ne vous donne pas, s'il n'y a pas de plan de consigne améliorée. C'est quel type de plan ici? Oui, Hadi? Nous avons quel type de plan ici? Monsieur, Oui, Fatima? plan dialectique. Plan dialectique. Très bien. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous intéresse. Donc, ici, le mot toujours nous renvoie que nous sommes dans un plan dialectique. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc c'est un mot clé. Alors, reformuler, deuxième question, on dit reformuler la question avec vos propres termes. Comment on reformule? Je pense que même Khadi a un peu anticipé la reformulation de la question. Il va y aller rapidement. Khadi? Oui, Ou bien Fatou Sen? Allez, reformuler. Tout à l'heure, je pense que vous avez reformulé. oui, je disais que le Mhm. théâtre, le rôle du théâtre se limiterait-il seulement, Oui, le rôle du théâtre. se limiterait-il seulement à Le rôle du moraliser? théâtre, effectivement, très bien, se limiterait-il uniquement ou seulement à la fonction didactique? Très bien. Et là, il a bien reformulé cela. Et là, ça peut être donc l'objet d'une question. Alors, maintenant, je voudrais vous inviter à lister d'abord 3 arguments pour et 3 arguments contre. On va essayer de voir ici les arguments qu'on va... Bon, en tout cas, si, on va parler d'arguments, mais en réalité, ce sont des idées qu'on va argumenter après. Alors, argument. Alors, pour, contre, tu dois développer. Là, il faut dire qu'effectivement, chaque argument doit peut-être l'objet d'un paragraphe. Parce que chaque argument est une idée. Et que chaque argument, chaque idée, on doit développer ça sous forme de... Cet exercice vous apprend comment s'organiser dans le cadre d'un devoir. Si on vous donne un sujet sur le théâtre, comment vous organisez dans le cadre de votre bilan? Il y a ça, il y a la problématique et c'est clair. On a souligné les mots-clés, on a reformulé le sujet, la problématique est assez claire. Maintenant, il nous faut aller vers les exemples. Ici, nous savons que nous avons un plan dialectique. Sans pour autant qu'on donne une consigne, on peut avoir donc 3 arguments pour et 3 arguments contre. 3 arguments pour, c'est dire quoi? Le théâtre. Et moralisateur. Le théâtre est moralisateur. Donc, le théâtre est moralisateur. On pourrait dire également que le théâtre éduque. On pourrait dire également que la fonction du théâtre, c'est la principale fonction, c'est la fonction didactique. Donc, les arguments pour, c'est montrer en quoi le théâtre est didactique. On va donner 3 arguments qui vont illustrer cela. Maintenant, l'argument contre ici, c'est quoi? Qui va nous parler de l'argument contre? C'est quoi? Adi? Oui, qu'au-delà de sa fonction moralisateur, il y a d'autres fonctions. Donc, alors, l'argument contre ici, ce sont les autres fonctions du théâtre. Les autres fonctions du théâtre. Les autres fonctions du théâtre. Maintenant, on va donner au minimum 3 autres fonctions du théâtre. Rapidement, pour les fonctions. D'abord, la fonction didactique. 3 arguments qui montrent que le théâtre éduque. 3 arguments.
ou bien 3 idées qu'on va après argumenter et donner un exemple d'illustration. Oui, Khadi? Pas toujours les mêmes. Abdourahmane Dongo, oui. Mam Diao, allez-y. Mam Diao. Bonsoir, monsieur. Le théâtre est une forme d'art qui peut Oui. éduquer le public et éveiller les consciences, comme le voulaient les tragiques. Le théâtre est une forme d'art qui peut éduquer oui, le qui vise public, à éduquer, qui peut éduquer. qui peut éduquer. Maintenant, c'est ça qui fait que le théâtre est didactique. C'est ça la fonction. Maintenant, il faut donner 3 arguments qui montrent que le théâtre éduque. Comment le théâtre éduque? En fait, le théâtre a toujours une fonction éducative. Les pièces de théâtre avec une leçon de morale. Encore, le théâtre permet de poser des questions éthiques. Voilà. Oui. Tu as donné 2 exemples. Alors, dans les pièces de théâtre, il y a des leçons. Les dramaturges donnent des leçons de morale dans les pièces. Les leçons de morale, c'est un argument. Les leçons de morale, c'est un argument. Ça peut être un argument. On voit, dans le théâtre, il y a des leçons de morale qui sont données. Abdullah Hatsil. Oui, donc, effectivement, choisir de donner des arguments pour ou des arguments contre. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut avancer vite. Oui. Pour contre. Abdulrahman, Abdullah Hatsil. Abdullah Hat. Contre. Hein? Allô? Oui. Vous m'entendez? Contre. Le théâtre est un moyen de divertissement. Voilà. Bon, donc, pour le contre, tu dis que le théâtre divertit. Divertit, oui. Ouais. Le théâtre divertit. Et là, quand tu dis le théâtre divertit, ça signifie que c'est la fonction ici. Alors, ludique. Donc, ça, c'est pour les contre. Maintenant, toujours pour les pour ou pour les contre. Donner des arguments. Oui. Il éveille les consciences sur le plan sociopolitique. Aïcha, oui. Vous savez, Nefertiti, vous avez donné deux idées. Quand vous dites les pièces de théâtre avec des leçons de morale, le théâtre permet de poser des questions éthiques. C'est la même chose. L'éthique, la moralité et l'éthique, c'est ça, quoi. C'est la conduite, les bonnes conduites à tenir. Donc, ce sont les leçons de morale. Mais quand Aïcha dit effectivement que le théâtre éveille les consciences, éveille est un éveilleur, le théâtre, le dramaturge est un éveilleur de conscience. Alors, éveilleur, dramaturge comme éveilleur de conscience. Et là, ça c'est intéressant. Dramaturge. Donc, on va... Ouais. OK. Dramaturge comme éveilleur de conscience. Comme éveilleur de conscience. Là, c'est un argument de conscience. Donc, dans le théâtre, on éveille les consciences et là, éveiller les consciences vise à argumenter. Mam Diarra Bousso Diagne. Mam Diarra Bousso? Oui. Oui, donc, pour ou contre? Contre. Ici, on peut dire que... Quelle fonction? On peut dire que ici, le théâtre peut dénoncer et questionner sans pour autant fournir de réponses. Oui. Donc, dénoncer veut dire quoi? C'est la fonction. Le dramaturge dénonce. Là, ça signifie quelle fonction? Le dramaturge dénonce. C'est quelle fonction? C'est la fonction? Engagé. Engagée ou militante. Le dramaturge dénonce. Et là, c'est la fonction, effectivement, militante. Dénonce les abus, etc. Les abus ou injustice. Injustice. Donc là, c'est la fonction, effectivement, militante. Là, on a au moins pour le contre. Vous avez plus d'arguments pour le contre que pour le pour. Là. Ouais, bon, on a 2, c'est bon. Alors là,
là, déjà, c'est assez intéressant. Le théâtre est un moyen de forger l'homme. C'est un peu, pas, c'est pas tellement précis, forger l'homme. Parce que c'est forger l'homme. Est-ce que c'est lui d'inculquer des leçons de morale ou bien éveiller sa conscience? Quel autre argument dans l'éducation? Ok. Forger l'homme, c'est assez vaste. Soyez beaucoup plus précis dans l'argument. Puis sinon, vous allez vous répéter. Tamsir, Le Tamsir, théâtre a rôle pour sensibiliser. puis voilà, sensibilisateur. Donc, éveiller de conscience. Le théâtre sensibilise, d'accord. Le théâtre sensibilise, effectivement. Et tu as 3 arguments. Le théâtre sensibilise. Le dramaturge est un sensibilisateur. Donc, sensibilise est là. Effectivement, tu as les trois arguments pour. Et maintenant, pour le 3e argument contre, Ndeye Rokhaya. Pour le Il y a du bruit. Oui. Pour le contre, écrivez, sinon reprenez. Il y avait beaucoup de bruit. Mam Diara Bousso. Pour le compte, on peut dire que parfois le théâtre, il impose Mhm. les leçons de morale. Ah, là, tu es dans le pour. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que le théâtre peut être utilisé pour enseigner l'histoire, enseigner la littérature, les langues et d'autres matières de manière vivante ou engageante? Donc là, quand on le dit, tu dis enseigner. Bon, quand on donne des leçons de morale, on enseigne. Quand on éveille les consciences, on voudrait que l'argument soit ou l'idée soit beaucoup plus précise. Sinon, ça va prêter à équivoque. Prêter à équivoque, c'est quoi? Ça va créer la réflexion pour s'en transmettre une leçon de morale explicite. Le théâtre peut susciter la réflexion. Oui. En suscitant la réflexion, le dramaturge dénonce les idées, susciter la réflexion. Quand tu suscites la réflexion, est-ce que ça ne ce n'est pas dans le sens d'éveiller les consciences? Hein? Est-ce que susciter la réflexion, euh, il peut y avoir dans le cadre soit de critiquer ou bien de quoi? Ok, susciter la réflexion peut également supposer sensibiliser. Donc, il faut que les arguments soient clairs. Quand tu dis que le théâtre divertit, on sait que ça, c'est pas l'enseignement. Quand tu dis que le théâtre également dénonce, ça dit que là, c'est pas effectivement l'enseignement. Comme si Le théâtre fait peur. le théâtre Fait peur. fait peur. Est-ce que c'est dans quel but? Pour le contre. Hein? Pour le contre. Pour le contre, ça fait peur. Je dis mais est-ce que tu sais que parfois, par la dramaturgie, on fait peur pour vous, pour vous éveiller, pour vous éduquer, pour vous pousser à vous concentrer sur l'essentiel. La peur dans le théâtre n'est pas quelque chose. Ça a une finalité. Souvent, quand on vous fait peur dans le cadre d'une tragédie, c'est quand même vous pousser à vous concentrer sur l'essentiel. Aïcha Diop? Monsieur, Oui, Aïcha? on peut dire que le théâtre met en scène pour le beau, Ah, la pour l'esthétique. fonction esthétique du théâtre. Merci beaucoup. Le théâtre, alors, la dimension ou la fonction, la dimension, la fonction esthétique du théâtre. Donc, le théâtre uniquement qui renvoie à la beauté. Et tout dans le théâtre renvoie à la beauté. La musique, les sonorités, les décors, l'habillement, les costumes, tout ça renvoie à la beauté. Donc, la fonction esthétique du théâtre, effectivement, et là, vous avez les 3 arguments. Alors, regardez bien. Dans le cadre maintenant, effectivement, d'un devoir ou d'une composition, voilà comment organiser. Tu as déjà 3 arguments pour éclairer. Ici, tu peux faire 3 paragraphes pour et 3 paragraphes pour contre. Tu as déjà ton devoir, c'est fini. Ne cherchez pas midi à 14h. Tu as déjà assez d'éléments. 3 uniquement.
Tu pouvais étudier. Il y a des gens maintenant qui font une chose. Si on vous demande uniquement deux, bon, tu peux faire 2 au maximum 3 paragraphes. Si on vous demandait, par exemple, de faire, parce que dans le cas d'un devoir en classe, le professeur peut vous dire, faites-moi une partie avec 3 paragraphes. Donc, si tu as 3 idées, ces 3 idées-là, tu peux les argumenter effectivement et faire de chaque idée comme on l'a fait tout à l'heure, un paragraphe argumentatif. Et tu as ton devoir. Maintenant, à partir, je dis à mes élèves souvent, et voyez la question, la troisième question là pour terminer cet exercice. C'est quoi? On vous demande de proposer une problématique. À partir à partir de ce que vous avez évoqué là, des arguments que vous avez évoqués, à partir de tout cela, est-ce que vous ne pouvez pas effectivement dégager maintenant, c'est quoi la problématique de ce sujet-là? Là, c'est ça. Ça, c'est le travail de Brion. Effectivement, quand vous avez déjà dégagé les voies, les pistes de réflexion, vous êtes déjà assez orienté pour savoir quoi, c'est quoi la problématique. Dans ce devoir-là, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Comment je dois procéder? Quelle est la question principale? Quelle est la problématique? Quel est le problème le plus important? Voilà ce qu'il faut résoudre maintenant. Vous avez déjà une idée. Vous avez déjà les arguments pour et les arguments. Maintenant, pour formuler ici une problématique, c'est très simple, qui va nous permettre un peu de formuler un peu la problématique de ce sujet-là. Oui, Mme Diao. On peut- Le théâtre doit-il forcément jouer un rôle moral? Doit-il forcément jouer un rôle moral? Ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous avez apporté pour que la problématique soit commune? Ici, on a un sujet où on pose un peu un débat dialectique. C'est-à-dire qu'il y a, les deux tendances. C'est un type de sujet qui pose un peu qui suscite une tendance. Une tendance. On dit que c'est uniquement ça. Attention à la problématique. Regardez, on l'a posé même sous forme de question. Ça signifie que donc, quelque part, qu'on n'a qu'une seule fonction. Comment reformuler ici, là? Et pour reformuler la problématique, je vais vous donner une formule. Par exemple, en quoi? L'expression en quoi? En quoi le théâtre? On prend le thème. En quoi le théâtre? Surtout, ici, il faut poser la problématique. Monsieur, la reformulation ne peut pas être une problématique. Ici, c'est la reformulation du sujet. On a reformulé le sujet. La reformulation n'est pas la problématique, c'est une boulaïna. Ici, on a reformulé le sujet sous forme d'orthographe. Maintenant, la problématique, après avoir reformulé et dégagé un peu les deux tendances, parce que, est-ce que vous savez que chaque type de sujet pourrait effectivement nous exiger problématique bien déterminée? C'est ça. Ici, il faut dire que le débat est là. Le sujet nous dit que le but du théâtre doit-il toujours enseigner une morale, une leçon de morale. Nous avons déjà dégagé les deux tendances. Donc, la problématique, on devrait reformuler en fonction de la tendance qui est dégagée. Tamsir? Pour la problématique, est-ce qu'on ne peut pas reformuler la phrase? Uniquement, la reformulation du sujet là n'est pas la problématique. Ce ne peut pas être la problématique parce que ici, le sujet. Tamsir, imaginez, c'est vrai que ceux qui ont suivi les cours du début vont comprendre mieux que chaque type de sujet renvoie à une problématique bien déterminée. Alors que quand le sujet est formulé sous forme d'interrogation, voyez-vous, vous ne pouvez pas, juste en reformulant, trouver la problématique. Tu as déjà dégagé deux tendances. Si tu devais reformuler la problématique, en reformulant le sujet n'a pas évoqué l'autre tendance que vous avez mis en évidence. Oui, Marie-Pierre Niang, tiens. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre a-t-il toujours une visée morale? Tu dis, le théâtre a-t-il toujours une visée morale? Oui, ça peut être une bonne problématique, mais ce n'est pas la reformulation. En quoi le théâtre doit-il transmettre une leçon de morale ou peut-il limiter à divertir, choquer ou faire réfléchir sans impliquer un message moral? Oui, c'est une bonne problématique, mais c'est un peu complexe. On pourrait davantage reformuler.
Alors, on pourrait être beaucoup plus simple que ça. Si on avait dit en quoi le théâtre? Oui, Tamsir Malik. Elle En a quoi dit en quoi le théâtre doit-il transmettre une leçon de morale ou bien. Mais, en, oui, en- ouais, en quoi le théâtre est favorable dans le monde scénique? nous est favorable dans le monde scénique. Oui. Non, quand tu dis ça, c'est vaste, ça, c'est un autre sujet. Mais tu dis en quoi le théâtre, par exemple, en quoi le théâtre qui pourrait, qui s'investit ou bien qui pourrait, ou bien qui s'investit, ou bien qui s'intéresse à beaucoup de domaines, ou bien en quoi le théâtre qui est un genre qui embrasse, par exemple, plusieurs vocations, pourrait-il être limité, voyez-vous, pourrait-il être limité à une dimension didactique? Et là, tu as suscité que, attention, le théâtre, là, la problématique est claire. Parce que tout à l'heure, en balisant le terrain, tu as vu d'autres fonctions. Elle a essayé de le faire. Effectivement, tu as compris. Puisque dans la partie contre, on a mis fonction ludique, fonction esthétique et fonction militante. Elle a essayé de formuler ça. Donc, en quoi le théâtre doit-il transmettre une leçon de morale, ou peut-il également s'investir dans le domaine ludique, militant et esthétique? Voyez-vous? Pour montrer qu'en fait, dans la problématique, il y a des gens qui le font. Et en essayant donc de montrer même les dimensions antithétiques du sujet. Mais ici, donc, on sait que le théâtre embrasse plusieurs vocations. Mais le théâtre qui est un genre qui embrasse plusieurs, pourquoi on doit le limiter à une problématique? Puisque le sujet veut réduire le théâtre en une dimension uniquement didactique. Vous vous interrogez sur ça. Quand le professeur verra cela, il est déjà édifié que l'élève, l'apprenant, le candidat, il a déjà compris la question. Il a déjà compris que la thèse de l'auteur est perceptible, mais il laisse également entendre qu'il peut y avoir d'autres. Il comprend que c'est problématique. Mais quand vous dites effectivement en quoi le but du théâtre est uniquement d'enseigner, dans une problématique, tu as dû reformuler le sujet. Tu n'as pas laissé entendre les autres vocations du guide. Donc, c'est comme s'il tombait dans le piège. Le sujet nous a piégés plus ou moins. Parce que dire que le théâtre doit-il enseigner uniquement une leçon de morale, ça signifie donc que le théâtre doit-il se limiter effectivement à enseigner le moral? Mais là, dans la reformulation, soit on amène comme la petite l'a fait, le théâtre qui peut être ludique, militant, pourrait-il être limité ou bien pourrait-il être réduit à une simple vocation didactique? Ou bien pourrait-il effectivement se limiter à enseigner et à moraliser, plus ou moins? Il y a des gens qui vont effectivement, les idées que nous avons évoquées tout à l'heure, on a vu que le théâtre moralise. Le dramatique est un moralisateur. Le dramatique est un éveilleur de conscience. Le dramatique sensibilise. Un sensibilisateur, un éveilleur de conscience et un moralisateur. Là, nous le savons, mais le théâtre également dénonce, le théâtre également est dans l'expression du beau. Et de ces trois dimensions-là, moi, dans la reformulation, il faut que je laisse comprendre que le théâtre n'est pas que ça. Et si je me contente de reformuler le sujet, c'est comme si moi je suis d'accord. Mam Diao dit que le théâtre peut-il exister pour d'autres buts comme l'esthétique,
le divertissement. La problématique, c'est, non pas limité, je dis que le théâtre qui peut bien, si tu avais dit le théâtre qui pourrait être bien, qui pourrait bien s'exceller dans le domaine de l'enseignement, comment ne pourrait-il pas exister pour d'autres comme vocation, comme l'esthétique et le divertissement? Effectivement, ce serait une bonne problématique. Parce que tu as laissé que le théâtre diversifie, mais attention, il peut également faire autre chose. Fallosen dit qu'on peut dire que le théâtre se limite-t-il à enseigner. Oui, quand tu le fais, mais le sujet, c'est ce qu'il a dit. Tu as reformulé le sujet, tu n'as pas dégagé la problématique. Voilà un type de sujet vraiment qui peut être un piège. La reformulation du sujet est sous forme d'interrogation. Vous avez dit que le théâtre, on peut dire que le théâtre, peut-on dire que le théâtre peut se limiter à enseigner? C'est ce que le sujet a dit. Le théâtre doit toujours enseigner une leçon de morale. Donc, ça, c'est la reformulation, ce n'est pas la problématique. On va devoir avancer. Donc, l'objectif, un peu, c'est apprendre à traiter, à ne pas faire hors sujet dans le cadre. Donc, oui, sujet 2. Monsieur, Il y a une question, ouais, allez-y. Exercice 2. Oui. Quand on a mis les trois idées avec et pour et contre. Contre ou pour. Oui. Oui, dans ce cas, le pour c'est avec la thèse et contre c'est pour l'antithèse. Donc, du coup, donc on devrait avoir le nombre d'idées dans la thèse que l'antithèse. Équilibre, chercher l'équilibre. Bien sûr, nombre de paragraphes. Nombre d'idées, chaque idée donc doit être conçue sous forme de paragraphe. Oui, pour chercher l'équilibre. Parce que c'est un des principes également de la dissertation. Comme on a fait les trois idées dans le pour et le contre. Oui. C'est-à-dire que, Fatima, quand tu fais un développement, les deux parties, les trois parties doivent être équilibrées. C'est ça l'idéal. Le nombre de paragraphes que vous avez développé dans la première partie, normalement, c'est le même nombre de paragraphes que vous devez développer dans la deuxième partie et dans la troisième partie. C'est comme ça. L'équilibre également, ça fait partie même des éléments de la présentation. C'est tellement beau de voir une copie d'élèves où quand même les paragraphes sont bien délimités et que le nombre de parties est équilibré. Normalement, l'idéal, c'est d'avoir 3 paragraphes première partie, 3 paragraphes deuxième partie et 3 paragraphes troisième partie. C'est bon? Alors, exercice numéro 2. Oui, allez-y. Donc, pour la problématique et le plan, la plupart du temps, on a du mal à les différencier, en fait. La problématique et le plan? Oui. On reviendra sur ça. Mais normalement, on ne doit pas les différencier. La problématique, c'est le véritable problème posé par le sujet, comme on l'a fait tout à l'heure. Tu prends en quoi plus le thème, plus le prédicat, tu as la problématique. Mais il y a des problématiques, il y a des sujets, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui posent des débats, des tensions, deux tensions, pour ou contre. Là, il y a une façon donc de montrer, même s'il y a ceci, tu dois reformuler la question de sorte que les deux dimensions puissent. Tu mets en valeur la dimension de la thèse, mais tu laisses également comprendre ou entendre une autre dimension qui pourrait également être l'antithèse. C'est comme ça qu'il faut reformuler le sujet. C'est bon? On peut continuer? Oui, c'est bon. Merci. Exercice, voilà, merci beaucoup. Exercice numéro 2. Peut-on dire que la violence sur scène est nécessaire au théâtre? Peut-on dire que la violence sur scène est nécessaire au théâtre? Peut-on dire que la violence sur scène est nécessaire au théâtre? Alors, donc, on vous demande de rédiger une introduction avec l'accroche par une citation, la définition des termes ou la problématique. Ça dépend de vous. Alors, ici, on veut quand même voir un aspect important. Rédiger l'accroche, c'est-à-dire la première partie uniquement. Si vous devez commencer, débuter une introduction, quelle accroche vous allez effectivement choisir? L'accroche par la citation, l'accroche par la définition, ou effectivement en utilisant des termes à la problématique. Donc, tu peux faire l'accroche par la citation
ou la définition, et également des termes et la problématique. Rédiger l'accroche en choisissant l'accroche par la citation. La citation. L'accroche par la citation, c'est ce que vous appelez amener le sujet, la première étape. Mais est-ce qu'il ne faut pas choisir soit la définition ou la citation? Commencer par une citation pour faire l'accroche ou bien commencer par une définition pour mieux marquer effectivement la problématique. Ensuite, on va peut-être essayer de voir, pour ce sujet-là, on va voir la problématique, n'est-ce pas? Et on va essayer également d'imaginer un plan. Alors, le plan que nous avons proposé ici, c'est le plan de 8 d'abord, et on a ici une synthèse. Mais pour le moment, l'accroche, si vous devez effectivement réussir effectivement l'introduction de ce sujet-là, commencez par une citation. Fallou Sen, propose-nous quelque chose. Bonsoir. Bonsoir, Fallou. Comme le disait Antonin Artaud dans le théâtre et son double, Comme le disait, attendez. Antonin Artaud. Comme le disait. Antonin. Oui. Oui. Antonin, comme ça. Artaud. Non. Arthur, comment vous l'écrivez? N-I-N au lieu de E-T. Ah, d'accord. N-I-N. I-N. Antonin. Oui. OK. Comme le disait Antonin. Artaud. Artaud. A. R-T-A-U-D. T-A-U-D. Oui. Antonin Artaud. Oui, dans le théâtre et son double. Dans le théâtre et son double, voilà. Dans son ouvrage appelé Le théâtre et son double. Oui. Et son double. Voilà, c'est ça l'ouvrage. Le théâtre et son double. Oui. Antonin Artaud, oui. Le théâtre est né de la cruauté. Donc, le théâtre est né de la cruauté. Très bien. Oui. Le théâtre est né de la cruauté. Mais c'est très bien. Le théâtre est né de la cruauté. Oui. Donc, c'est ça qu'il a dit. C'est excellent. Pourquoi c'est excellent, Fallou? Oui. Aussi, le théâtre est né de la cruauté. Le mot-clé ici dans notre livre, c'est quoi? La violence sur scène. Et que vous avez amené une citation, vous dites que le théâtre est né de la cruauté. Et ça suppose effectivement que vous avez tenu en compte. Oui, ce qui n'est pas ainsi demandé, c'est qu'on puisse trouver n'importe quelle citation pour illustrer n'importe quel sujet. Tu as eu effectivement ce réflexe-là de vous référer du sens profond du sujet, et tout le monde verra qu'effectivement tu as compris le sujet. Et c'est ce que le professeur, le correcteur, effectivement, à l'examen, regarde. Et voit donc quelque part, du moins, le candidat a amené une approche par la citation. Mais est-ce que la citation qu'il a convoquée est en parfaite adéquation, en parfaite harmonie avec le sujet qui est donné? Surtout dans le sujet, quelle est la problématique, effectivement, principale du sujet? S'il y a ressemblance, effectivement, vous voyez, tu as amené vraiment une citation qui cadre bien. Mais Fallou, est-ce que vous savez que ça ne doit pas maintenant continuer? Quand tu amènes une citation, reproche la citation, juste après la citation, qu'est-ce que vous devez faire? Je dois faire un constat. Tu dois d'abord, constat, c'est-à-dire quoi? Comment? C'est-à-dire? Développer la citation. Tu vas essayer de résumer la citation. Tu vas essayer d'expliquer plus ou moins la situation de façon concise et précise. C'est un peu comme pour résumer la citation. Tu dois commencer par quel terme, par exemple? Un connecteur logique.
Tu veux que je te propose une connecteur logique? Oui. Tu peux employer en d'autres termes pour qu'on sache que c'est le sujet que tu expliquais. Sinon, tu peux dire, il ressort de ses propos. Il ressort de ses propos, les propos qui ont été évoqués. Bien, tu peux mettre SES, les propos de l'auteur, il ressort de ses propos pour montrer donc les propos, bien, de ses propos qui ont été déjà avancés. Il ressort de ses propos. Ça montre que c'est la citation que tu veux expliquer. Tu dis, en d'autres termes, il faut que tu expliques cela Oui. avant de le rattacher au sujet. C'est ça l'accroche. Par exemple, D'accord. essaye donc en d'autres termes, il ressort de ses propos que Oui. Arto ne parle pas ici de la violence gratuite. voilà. Il ressort de ses propos que le dramaturge Artaud, le dramaturge Artaud, ou bien tu dis l'auteur, Oui. n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par le théâtre est né de la cruauté? Il ressort de ses propos que le dramaturge hein, laisse entendre, par exemple, pour vous faire comprendre, laisse entendre hein, qu'au théâtre, n'est-ce pas? Il explique toujours. Oui. Laisse entendre qu'au théâtre, il a parlé de le théâtre est né de la cruauté. Oui. Le théâtre, c'est-à-dire qu'il n'est pas décidé d'une violence gratuite, mais d'une violence nécessaire. Oui. Bon, ça c'est après dans le débat que tu pourrais vivre, mais tu veux juste rattacher ça au sujet. Peut-on dire que la violence sur scène est nécessaire dans le théâtre? Maintenant, tu peux dire effectivement, Cardon, laisse entendre qu'au théâtre, alors, la cruauté, par exemple, bien, la violence, bien le fait d'évoquer quelque chose de cruel, ou bien que le théâtre, qu'au théâtre, donc la violence, parce que quand tu dis que le théâtre est né de la cruauté, ça dit qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de théâtre sans théâtre. Qu'au théâtre, la violence hein, est un principe, mais l'un des principes, il faut entendre que l'un des principes du théâtre, c'est effectivement la violence, ou bien le fait d'évoquer des choses, des scènes troublantes ou choquantes. D'accord. Laisse entendre que la violence, la cruauté est nécessaire pour que le théâtre ait un véritable impact sur le spectateur. Oui, tu as bien, Nefertiti, c'est très bien. Alors, laisse entendre que le théâtre, la violence, bien la cruauté, devient un principe, laisse entendre que la violence, bien la cruauté, est un principe du genre théâtral. Et un principe, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait de la violence, bien la violence, parlons de la cruauté, comme il a dit, que la cruauté est un principe du genre théâtral. Du genre théâtral. Là, au moins, ça, tu dois l'expliquer. Tu dois expliquer du genre théâtral. C'est bon. Là, c'est quand tu fais une approche par une citation, juste après la citation, essaie de résumer la citation, l'idée, de retenir l'essentiel. Tu ne dois pas uniquement être... Maintenant, à partir de là, maintenant, tu peux poser le sujet. Et pour poser le sujet, quelle formule vous employez? Oui, Hadidja. On peut dire que c'est dans cette perspective que Merci beaucoup. Tu peux dire c'est dans cette perspective que s'inscrive notre sujet. Que s'inscrit. C'est dans cette perspective. Tu peux même dire que le sujet s'interroge. D'accord. Voilà.
parce que comme contenu, après tu dis que le sujet s'interroge, deux points ouvrés les guillemets. Parce que c'est une question. Que le sujet s'interroge, n'est-ce pas? Parce qu'on a posé une question. Deux points ouvrés les guillemets. Donc, autant, voilà, tu amènes donc le sujet. Tu amènes le sujet. Donc, autant dire que la violence sur scène, n'est-ce pas, est nécessaire au théâtre. Est nécessaire au théâtre. Et là, tu as point d'interrogation. Et regardez bien, c'est tellement, bon, c'est tellement intéressant. Hadi, Oui, rapidement, oui, allez-y, la reformulation. oui. Autrement dit, Tu as déjà, on a reformulé, non? C'est bon? Oui, si. ouais, on a reformulé. On peut passer maintenant on a proposé ici un plan avec, oui, la violence peut être utile, mais elle n'est pas indispensable. Ensuite, son efficacité dépend de sa mise en scène. Effectivement, on a donné l'exemple donc, de Brecht-Artaud. Donc, quelque part, la violence peut être utile. Donc, ça parle de la catharsis ici, de l'impact émotionnel. Mais aussi, elle peut être indispensable. Donc, ça parle donc du théâtre, le théâtre de suggestion. Mais, alors, son efficacité dépend de la mise en scène. Là, c'est effectivement l'exemple de Brecht contre Artaud. Donc, et que là, vraiment, on a déjà une nette, effectivement, explication. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, je voudrais, pour la première partie, oui, la violence peut être utile. Tu donnes trois raisons qui montrent que la violence est utile, mais elle peut être indispensable. Tu donnes trois raisons qui montrent qu'elle peut être indispensable. Effectivement, et terminé par une synthèse, son efficacité dépend de sa mise en scène. Et là, tu donnes trois raisons, comme on l'a fait tout à l'heure. Et tu vas essayer de bâtir pour chaque paragraphe, pour chaque élément, un paragraphe. Voilà l'intérêt. Voilà l'intérêt. Voilà donc le sens un peu de ce cours aujourd'hui. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste juste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions principalement? On va les prendre en charge avant de terminer effectivement le cours en beauté. Hadi, vous avez une question? Non. Alors, c'est bon? Alors, Oui. mais vous allez vous exercer, hein? Oui, la violence, peut-être comme on l'a fait tout à l'heure. La partie pour, oui, la partie mais, tu donnes trois. Normalement, quand vous avez trois parties, tu peux faire deux. Tu peux faire deux arguments pour, deux arguments oui, que donne donc pour, deux arguments mais, qui met contre, et deux arguments pour la synthèse que l'efficacité dépend de sa mise en scène. Pour montrer un peu le contraire de Brecht et de Artaud. On reviendra peut-être sur ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Voilà comment, en tout cas, quand vous êtes... Oui, allez-y, Fatima. Oui, monsieur. Donc, ici, ça se voit qu'on a un plan dialectique. Ça se voit qu'on a un plan dialectique, effectivement, oui, mais et une synthèse. Et le premier sujet, ouais, on avait juste deux parties, thèse, antithèse. Aujourd'hui, on a trois parties, thèse, antithèse et synthèse. Et quand c'est la même procédure, il faut tout simplement lister trois arguments pour, ou trois arguments contre et trois arguments également pour faire la synthèse. Donc, la synthèse n'est pas obligatoire, ou bien? Ça dépend. Si on vous l'exige dans le cadre d'une consigne, vous devez le faire. Parce qu'actuellement, vous n'avez plus le choix. À l'examen, on vous dicte ce qu'il faut faire. C'est à vous de voir s'il faut. Et donc, vous devez effectivement le respecter si on vous le demande à l'examen. Autre question? Oui? J'ai une question. Comment éviter donc de tomber dans la répétition tout en assurant une argumentation fluide et cohérente dans une analyse théâtrale? Il faut tout simplement trouver une effectivité, donc comme on l'a dit,
au lieu de dire dramaturge, tu veux dire également euh, euh, le spécialiste de la mise en scène, ou bien, alors, tu veux toujours trouver donc des expressions qui peuvent renvoyer aux mots que vous devez effectivement employer pour éviter la répétition. Voyez-vous, tout à l'heure, on attendait ça avec la poésie en essayant de trouver d'autres termes. Mais l'homme de théâtre, le dramaturge, le théâtre, même le fait de dire le théâtre, parfois de dire le dramaturge, ça permet d'éviter la répétition. Mais des expressions comme, alors, le spécialiste de la mise en scène, on sait qu'effectivement, ça parlerait donc du spécialiste du théâtre. On peut dire effectivement d'autres termes pourraient être employés pour éviter la répétition. Mais il est important, la répétition, elle n'est pas trop mauvaise en soi parce que la répétition est pédagogique. Mais quand ça déborde, quand ça prend certaines proportions, on doit quand même effectivement trouver des astuces, des expressions qui peuvent renvoyer à l'idée ou bien au mot qu'on veut véritablement mettre en place. Autre question? Alors, il dit que Mam Diao, est-ce qu'on peut donner une citation anonyme comme le théâtre est un miroir où la violence du monde se reflète, non pour glorifier, mais pour la comprendre? Alors, bon, il y a deux remarques. Mam, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas effectivement l'idéal de pouvoir donner une citation qui n'a pas d'auteur. Le risque, c'est quoi? Le correcteur pourrait nettement, effectivement, rejeter une telle thèse parce que vous ne lui avez pas donné de référence. Les références doivent être sûres et bien guidées. Donc, quelque part, il ne faudra pas le faire. Sinon, vous avez les moteurs de recherche, cherchez l'auteur de la citation. Si vous allez sur le net, vous mettez qui est l'auteur et vous faites la citation, on va vous orienter que la citation appartient à tel, que cette citation, c'est de tel. Mais donner une citation sans auteur, c'est risqué. Deuxième chose, c'est quoi? La citation que vous venez de donner ne cadre pas avec le sujet qu'on a, parce que le sujet parle de la violence, et il faudra quand même trouver une formule, comme il l'a fait Fallou, qui cadre bien avec la notion de violence. C'est bon? Alors, il est 18 h. Donc, alors, je vous remercie beaucoup, oui, Nefertiti, oui, pour ce cours. C'était vraiment enrichissant. J'apprécie toutes les clarifications que vous avez apportées. Cela m'a beaucoup aidé à mieux comprendre l'importance du raisonnement dans l'analyse théâtrale. Merci encore une fois. Merci pour vos conseils. Ah, merci beaucoup. Merci, Nefertiti, vraiment pour ces mots très aimables que vous avez formulés à notre égard. Vraiment, ça nous rassure. Merci encore à vous également d'avoir participé et de poser des questions très pertinentes, vraiment. Donc, on remercie également tous les collègues, vos professeurs qui vous ont encadrés. Nous sommes là uniquement pour compléter, peut-être vous permettre d'être en plus en contact avec vous, permettre de poser des questions que vous n'avez pas la possibilité donc de poser en classe. Alors, Fallou également, merci beaucoup. Merci, vous avez vu. Merci Abdullah Hassila, merci Abdullah Dongo, Aïcha Diop, Fallou Sen, donc Fatima Fall, Khadija Diop, merci Khadi Diagne, Marie-Pierre Chang, Ndeye Assou Dieng, oui, merci Nefertiti, Tamsir, Sene Boulaïnia, donc merci à tout le monde. Merci beaucoup, oui, Khadi Diagne, merci à vous, monsieur. Vous souhaite une longue vie épanouie. Merci beaucoup. Merci. Ça nous va de notre cœur. Merci et nous vous donnons rendez-vous donc quelque part d'abord samedi ou jeudi prochain. Alors, en tout cas, vous serez informés donc voilà, du jour. Pour un autre cours, cette fois-ci, c'est comment disserter en poésie. On va effectivement revenir sur la poésie et vous permettre un peu de disserter. D'ici là, restez scotché sur la plateforme Takan Academy. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe également de l'équipe technique de Takan Academy. Au revoir.